Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de juillet 2021 avec, je pense, un peu de retard parce que j'ai dû tourner toutes les capsules littéraires qui vont arriver d'ici le mois d'août. Donc j'espère évidemment que vous ne m'en tiendrez pas trop regard parce que j'ai préparé vraiment beaucoup de choses pour le mois d'août. Normalement il y aura pas mal de vidéos qui devraient sortir. Et sans plus tarder, parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo soit trop longue, je vais vous présenter les différentes lectures qui m'ont accompagnée pendant ce mois de juillet. J'ai tout d'abord commencé par me replonger dans une saga jeune adulte que j'aime particulièrement puisqu'il va s'agir d'une sorte de spin-off de Darkest Minds, héritage d'Alexandra Bracken. Alors je vais pas vous parler vraiment du sujet de ce tome spin-off parce que je risque d'en dévoiler trop, mais la saga que j'ai déjà présentée va tout simplement parler d'un monde au sein duquel les adolescents à un certain moment développent des pouvoirs magiques qui vont effrayer le gouvernement, et ce gouvernement en réponse va décider de parquer ces adolescents mutants dans des sortes de camps de concentration afin de pouvoir les contrôler, de les étudier et de comprendre l'origine de ces pouvoirs, mais également les utiliser pour leur propre profit. Et dans cet univers là, on va suivre notamment un groupe de personnages, d'adolescents qui parvient à s'échapper, qui trouvent le moyen de s'unir pour contester, pour révéler au grand public tout ce qui se trame véritablement dans ces camps. Là, dans Darkest Minds Héritage, on va se concentrer sur un personnage en particulier donc de ce groupe, puisqu'on va s'intéresser au personnage de Zhu. Zhu qui est donc la plus petite du groupe, la plus jeune. Et dans ce livre-là, on va vraiment avoir principalement que son point de vue. Elle va partir à la recherche de ce groupe avec qui elle était 5 ans après donc la conclusion du tome 3. Parce que malheureusement, Zhu va se retrouver mêlée à une histoire qui va la dépasser, qui va faire d'elle un peu l'ennemi public numéro 1, alors que quand on connaît le personnage de Zhu, on a du mal un peu à comprendre comment elle peut en arriver à ce niveau-là. Et du coup, forcément, elle va chercher tous ses anciens compagnons afin de se sauver tout simplement. Personnellement, je dirais que c'est une très bonne lecture. J'ai été très contente de retrouver ces personnages que j'ai tant aimés dans les tomes précédents, tout en sachant que je n'appréciais pas forcément le narrateur qui était donc Ruby, une des membres du groupe, que je ne l'aimais pas particulièrement. Et là, le fait de changer de personnage, de changer de narrateur avec un personnage donc Zhu que j'aime beaucoup, et de suivre l'histoire par ses yeux, par son prisme, je trouve que c'était vraiment plus intéressant. Ça m'a rendu la lecture beaucoup plus simple, parce que je trouve également que le personnage de Zhu est plus accessible que celui de Ruby, qui peut avoir vraiment des avis très tranchés, et cela très rapidement, tandis que Zhu est plus ouverte et plus accueillante. Elle ne cherche pas à juger immédiatement les gens. Par rapport à la suite, je pensais vraiment que du fait de son statut de spin-off un petit peu, l'univers allait pas vraiment connaître d'évolution, ou du moins on allait se contenter de présenter brièvement ce qui se passe 5 ans après. Je pensais vraiment qu'on allait juste se contenter de statuer sur comment est l'état américain 5 ans après, donc les éléments de la trilogie. Et en fait pas du tout, mine de rien, j'ai trouvé que au fur et à mesure de l'histoire, l'univers continue d'être déployé, d'être raconté par l'autrice, et de ce fait j'ai vraiment été surprise, mais dans le bon sens du terme. Ça reste cohérent, on a envie d'y croire, et ça reste également bien pensé. J'ai beaucoup aimé également voir l'évolution des personnages, parce que forcément en 5 ans il se passe pas mal de choses. Chacun avait de base son objectif propre, et donc les voir concrétiser ou non d'ailleurs leurs objectifs, ça a été plutôt plaisant à lire. Sachant en plus que pour certains personnages, dont Ruby, l'évolution a vraiment été quand même conséquente. On est passé par exemple dans le cas de Ruby, d'un personnage qui tapait un peu sur le système du fait donc de son jugement très rapide, à une personne beaucoup plus douce. Ce qui est plaisant, ça fait du bien de voir un tel changement, et ça reste en même temps logique parce qu'évidemment il va y avoir des événements qui l'ont façonné telle qu'elle est au moment de ce tome spin-off, et en même temps ça reste plutôt cohérent avec leur caractère, avec la façon dont ils ont été présentés durant toute la trilogie. C'est-à-dire que les changements ils sont pas excessifs. On n'a pas voulu nous refaire un autre personnage, on nous le donne à nouveau, on nous le présente à nouveau, mais avec une petite valeur en plus. Le style d'écriture est toujours aussi plaisant et accessible, donc à ce niveau-là, foncez toujours, parce que ça reste un bon moyen de lire facilement avec des personnages qui sont attachants. Et je trouve que dans le cas de ce tome spin-off, le rythme des actions était beaucoup mieux dosé que dans les tomes précédents. Je me rappelle notamment que je crois que c'est le tome 3 ou 2, j'avais été un peu déçue par le dosage des actions dans chaque chapitre. Il y avait parfois des chapitres qui traînaient un peu trop à mon goût. Là je trouvais vraiment que le fait de faire ça qu'en un tome, ça rend le propos plus percutant, plus rythmé, et du coup plus facile à suivre également. Bref, je vous invite vivement à le lire, surtout si vous avez apprécié donc la trilogie.
Par la suite, dans ce mois de juillet 2021, j'ai lu Mémoire de fille d'Annie Ernaux. Alors là, je sais pas trop si je vais beaucoup pouvoir vous le développer en longueur parce que je vais faire justement une capsule sur ce livre. Donc je vais me contenter simplement de vous parler du résumé pour vous inviter justement à aller consulter la capsule que je ferai exprès sur ce livre. Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux, elle va se replonger dans un été qui a façonné la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est un peu dans son cycle autobiographique, de récit autobiographique, puisqu'elle va revenir à l'été 1958 où elle a été en colonie en tant qu'animatrice et où malheureusement elle va croiser le chemin d'un homme qui va avoir un comportement déplacé vis-à-vis d'elle et va exercer des violences sexuelles à son encontre. Évidemment, ça va avoir beaucoup de répercussions tout au long de sa vie et Annie Ernaux, un peu à la manière d'une enquête, va essayer de comprendre ce qui a amené à ces violences et comprendre également les répercussions que ça a pu avoir, comment la jeune fille qu'elle était l'a perçue, si vraiment elle a pris conscience des violences qui avaient été faites à son encontre. Et afin de pouvoir écrire son roman, elle va s'appuyer sur donc des souvenirs, mais pas que, puisqu'elle va véritablement rassembler des matériaux divers tels que des lettres qu'elle a pu envoyer à des amis qui parlent justement de cette colonie, mais également des photographies qu'elle va recontextualiser, et tout ça pour permettre au lecteur de prendre conscience de la portée des violences sexuelles et également de la responsabilité qui est plus large que ce qu'on pourrait croire, tout simplement. Et donc très brièvement, sans m'attarder dessus, c'est que je vous invite vivement à le lire, surtout si vous cherchez un livre qui est capable de vous parler d'une thématique non fictionnelle, quelque chose d'ancré dans notre réalité et malheureusement encore d'actualité. Tout ça avec une plume plutôt accessible, donc vraiment je vous le recommande vivement. Par la suite, j'ai lu un classique de la littérature puisque je vais vous parler maintenant de... alors, il y a plusieurs titres possibles, mais j'ai lu qu'on pouvait dire soit Hurlevent, soit Les Hauts de Hurlevent, et avec diverses écritures, donc je ne sais pas comment vous souhaitez que je vous le présente. Je vais dire Hurlevent, donc de Émilie Brontë, qui est un livre qui m'a laissé un peu plus sceptique dans ce sens où je m'attendais pas à une histoire aussi lourde. Au niveau de l'ambiance, c'est vraiment un livre qui est très pesant pour le lecteur et qui plonge vraiment dans des noirceurs pas possibles. Au début de l'histoire, on va suivre le narrateur qui va arriver donc dans les Landes du Yorkshire et qui va louer une maison, une bâtisse, et juste avant il souhaite rencontrer donc le propriétaire à qui il loue ce bien, qui n'est autre que Monsieur Heathcliff. Sauf que rapidement il se rend compte que ce propriétaire est loin d'être cordial, il est vraiment grossier et à la limite de l'irrespect vis-à-vis de lui, ce qui va à la fois l'intriguer et le dérouter parce qu'il s'attendait tout simplement pas à tomber sur une famille aussi atypique et un propriétaire aussi étrange. Pour des raisons un peu particulières, il va se retrouver à devoir dormir sous le toit de son propriétaire, ce qui va l'amener à discuter avec la bonne de la famille qui va par la même occasion en profiter pour raconter l'histoire même de Heathcliff et de sa famille. Cette histoire, elle est vraiment très sombre puisque ça va vraiment être à base d'amour impossible, d'amour complexe, puisque Heathcliff va nourrir des sentiments très puissants à l'égard d'une certaine Cathy qui va se retrouver mariée à un autre homme, et Heathcliff jure lui de tout faire pour que cet homme perde tout ce qu'il a, littéralement tout ce qu'il a, et ça va vraiment être le mot d'ordre de toute sa vie, histoire de se venger, de venger Cathy, et ça va vraiment être à base de tourments, de destruction, de passion amoureuse, où tu sais pas trop si chacun ressent vraiment les mêmes émotions vis-à-vis des autres. C'est vraiment très complexe, c'est un tourbillon d'émotions, et tout ça dans un décor, donc les Landes du Yorkshire, qui sont ballottées par les vents constamment, qui vont refléter un peu le tourment même des personnages. Comme je le disais, ça a vraiment été une lecture très particulière parce que c'est un bouillon d'émotions, c'est beaucoup de noirceur. Quand tu lis ce livre, tu peux perdre foi en l'âme humaine. Notamment, je pense, le personnage de Heathcliff est très singulier, se laisse facilement emporter par ses émotions, et en même temps, on a ce personnage de Cathy qui est un peu ambigu, on sait pas trop ce qu'elle souhaite. Elle a l'air d'alterner entre son mari et Heathcliff, et c'est vraiment un ballottement pour le lecteur de suivre chacun des personnages, de comprendre vraiment ce qu'il souhaite, de comprendre ses motivations dans la vie, comment il va pouvoir évoluer également dans la vie. Et en toute honnêteté, je n'ai aimé aucun des personnages, vraiment aucun ne m'a été sympathique du début à la fin parce que justement j'arrivais pas à les cerner. Ils étaient parfois trop violents, et même le personnage qui est censé être un peu le personnage sympathique qui subit Heathcliff, donc le mari de Cathy, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec lui, à comprendre vraiment ce qu'il ressentait
pensée par rapport à ce qui se passait, à apprécier parfois son manque d'action même vis-à-vis des événements qui vont se tramer autour de lui. Et pour autant ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et c'est vraiment une expérience très déroutante parce que j'ai aimé aucun des personnages mais j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai vraiment apprécié de voir ce tableau aussi bien construit, aussi bien au niveau donc, du décor où on a envie de croire à ce paysage tourmenté et on a envie de croire également à ce trio infernal qui va vraiment se faire des coups dans tous les sens. En revanche, par rapport aux autres livres que je peux vous présenter, ça reste un classique et par conséquent j'entends bien que ça reste pas forcément accessible pour tout le monde. Mine de rien, le niveau de langage est plutôt soutenu, c'est pas inaccessible non plus. J'irai pas jusqu'à dire que c'est inaccessible, mais si vous souhaitez le découvrir, ce que je vous invite vivement à faire d'ailleurs, faut vraiment vous accrocher, faut que vous soyez motivé à lire un classique, surtout comme je vous le disais, avec une ambiance aussi particulière, aussi pesante et des personnages qui sont peut-être pas forcément très attachants. Mais je vous le recommande vivement si vous souhaitez une lecture avec une ambiance vraiment très prenante, qui vous fait faire défiler les pages et en même temps qui vous triture l'estomac. Et c'est vraiment très singulier comme lecture, mais je vous invite vivement à le lire si vous le pouvez. Alors par la suite, après donc ce classique qui a été plutôt mouvementé on va dire en termes de lecture, je me suis tournée vers un livre qui partageait un peu cette ambiance pesante puisque j'ai dévoré le deuxième tome de ça de Stephen King. Alors pour planter rapidement l'histoire qui je pense est plutôt connue, on va suivre un groupe d'enfants qui s'appelle les Ratés. Voilà, entre eux ils s'appellent les Ratés, qui évoluent dans la ville de Derry et donc ils sont un groupe plutôt soudé et ils vont évoluer donc dans cette ville un peu paumée dans les États-Unis. Sauf que cette ville est si paumée qu'il s'y passe beaucoup d'éléments étranges, notamment beaucoup de disparitions d'enfants et de meurtres également, qui restent inexpliqués et qui vont vraiment tourmenter la ville, qui vont la plonger dans la terreur la plus absolue. Et ces enfants, chacun vont être confrontés à cette apparition étrange. Ces enfants évoluent, ils deviennent adultes et des années plus tard, soit 27 ans pour être précise, ils sont recontactés par l'un de leurs amis qui est resté là-bas et qui leur dit qu'ils doivent revenir dans la ville de Derry parce que ça, le monstre qui dévorait donc les gens qui se trouvaient à Derry recommence à montrer des signes d'activité. Et suite à une promesse qu'ils se sont faite quand ils étaient encore enfants, ils n'ont pas d'autre choix que de se rendre là-bas. Alors vraiment, le tome 2 ça a été... je crois que ça a été le coup de grâce pour mon estomac. Entre Hurlevent et celui-là, mon estomac après n'en pouvait plus. Je me suis pris une grosse claque émotionnelle avec des personnages qui sont malmenés mais tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un moment de répit. et le voir donc ce crescendo de violence, ce crescendo de tension, d'action également parce on approche du dénouement et on se demande comment ça va se terminer, comment ça va évoluer, comment vont-ils réussir ou non à se débarrasser de ça. Le tome 2 est également très touchant dans le sens où je trouve que c'est vraiment dans ce tome là qu'on voit que les adultes se forcent à retrouver leur peur d'enfant, de se confronter à celle-ci, d'assumer leur passé et d'aller de l'avant mais de les affronter clairement ces peurs pour pouvoir progresser dans l'histoire et les voir donc renouer avec ces peurs enfantines. Ça a été à la fois très touchant et très beau, personnellement en tout cas je trouve, sachant qu'en plus la cohésion de groupe est toujours au rendez-vous malgré les années. On sent qu'ils sont vraiment très liés les uns aux autres, ils se replongent dans les souvenirs dans leurs souvenirs respectifs et chacun ils vont se rendre compte de l'importance de leur groupe. En plus de ça, c'est vraiment une lecture addictive parce que Stephen King maîtrise parfaitement le dosage de l'action, c'est très rythmé et vraiment ce tome 2 comme je le disais c'est un crescendo, on veut savoir la suite et du coup les pages forcément elles défilent plutôt vite et ça se dévore littéralement tout simplement. J'ai vraiment passé un très très bon moment en compagnie de ces personnages que j'ai encore plus apprécié que dans le tome 1 avec à nouveau donc cette histoire de la ville qui est si particulière, qui est explorée, qui est expliquée et c'est incroyablement bien pensé, bien ficelé, peut-être un brin fou mais en même temps ça passe plutôt bien. Donc à mes yeux c'est un grand oui pour ce roman et je vous le recommande mais 1000 fois. Bon, malheureusement, j'ai pas pu lire que des livres qui me plaisaient durant ce mois de juillet 2021, puisque j'ai lu ensuite Ta main sur ma bouche de Deborah Sayagh et Mika Tard, et ça a été une grosse déception. En toute honnêteté, ça a commencé plutôt bien, j'étais partante pour l'aventure qu'on me proposait, et finalement, je n'ai absolument pas compris les choix des deux auteurs, je n'ai pas compris où ça voulait nous mener, et je n'ai pas compris la conclusion qu'on nous proposait, qui à mes yeux n'avait aucun sens. On va suivre un couple, Edward et Ali,
Ellie, et donc ce couple semble vivre le parfait amour. Dans leur petit train-train quotidien, tout se passe plutôt bien, jusqu'au jour où Edward va être confronté à quelque chose qu'il n'avait pas prévu dans sa vie, c'est-à-dire que sur Facebook, une ancienne compagne à lui va poster un message, donc le fameux hashtag MeToo, pour dénoncer des violences sexuelles dont elle aurait été victime, dont Edward aurait eu connaissance et qui touche un ami commun du couple. Forcément, ça va avoir des répercussions énormes sur le couple, mais également sur leur amitié avec ce dénommé Niels et la compagne de cette dernière, puisque mine de rien, en fait, les deux couples sont fortement liés, certains bossent ensemble, enfin voilà, il y a vraiment une forte cohésion, et ça va vraiment tout chambouler que l'apparition de ce MeToo et de cette dénonciation publique qui va pas forcément être très bien exploitée, je trouve, au cœur de ce roman, alors que c'était un peu le mot d'ordre principal. Je m'explique. Ça commençait bien, mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait deux gros problèmes qui venaient complètement desservir le message du livre. Déjà, le gros point négatif, c'est le problème d'identification. Je comprends bien que dans les romans, on peut proposer des personnages qui sont pas forcément propres à l'identification, on n'appartient pas tous au même milieu social, donc forcément ça va provoquer des identifications variées, mais là c'était trop poussé à mon sens. On va vraiment évoluer donc dans l'élite. On ne peut pas vraiment s'attacher à eux, on a du mal à les comprendre parce qu'ils évoluent pas dans les mêmes sphères que nous. Ils sont vraiment dans une sorte de déconnexion au niveau social, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans des milieux artistiques avec une certaine reconnaissance au niveau international, donc forcément on peut pas tous s'identifier à ce niveau-là. Ils ont un certain mode de vie qui est plutôt élevé et en même temps ils sont plutôt excessifs au niveau de leur comportement, c'est pas toujours très compréhensible leurs réflexions, leurs actions même. Parfois ça va être très plat au niveau de la réaction et on va se dire il manque quelque chose, enfin réagis, fais quelque chose, je sais pas. Et d'autres fois ça va être tellement excessif que tu décroches quoi, c'est pas possible, tu te dis mais c'est pas réaliste. Alors que parler de l'hashtag MeToo, c'est vraiment l'occasion d'ancrer le récit dans le réel, de proposer, je sais pas moi, une piste de réflexion autour de ce hashtag, autour des violences sexuelles, mais en montrant bien que ça peut toucher tout le monde et que pas mal de personnes peuvent avoir une responsabilité dans ces actes, et notamment ceux qui s'en sont témoins et qui ne vont pas parler ou qui vont remettre la parole de la victime en cause. Et là à mon sens c'était pas suffisamment exploité et vraiment de façon trop maladroite. Pour un texte qui a un projet aussi ambitieux, c'est dommage de se tomber dans la facilité de proposer des personnages qui sont vraiment archétypaux, qui correspondent pas au quotidien de la majorité des personnes. Et rapidement en fait l'histoire prend un tour un peu bancal, ça déstabilise le lecteur, on comprend pas l'évolution de certaines actions, les rebondissements qui sont choisis par les deux auteurs. C'est vraiment très difficile à comprendre comme roman, mine de rien. Il y a des enchaînements qui ne sont pas logiques à mon sens, ça peut pas s'ancrer dans une réalité avec autant d'anomalies. Et le pire je pense c'est vraiment la fin. On va le dire clairement, quand je suis arrivée vers le dénouement, j'en attendais plus grand chose parce que je savais d'emblée que c'était vraiment pas un livre que j'allais apprécier. Et la fin, je l'ai lu et je me suis dit on peut pas me proposer ça. C'est du foutage de tronche carrément parce que ça n'a aucun sens. je veux dire, non, ça n'a pas de sens par rapport aux propos, à l'ambition même du projet. Ça n'a pas de sens d'aboutir comme ça. Personnellement, j'ai pas ressenti qu'on m'offrait une conclusion digne de ce nom, ou du moins une conclusion qui permettait d'aboutir une réflexion, vraiment d'aider le lecteur à comprendre l'enjeu de l'hashtag et de comprendre l'enjeu également des violences sexuelles. On ne comprend rien de tout ça. La fin limite semble totalement opposée à tout ce qui s'est passé dans le livre et c'est en décalage complet, et déjà que c'était bancal, là tout se casse la gueule. J'avais limite l'impression que la fin était qu'elle était bâclée par les deux auteurs, qu'ils ont voulu vite fait proposer une conclusion mais qui savaient pas trop comment terminer ce livre, et c'est vraiment l'impression que j'ai eue en fermant ce livre. Donc ça a été vraiment deux éléments qui m'ont particulièrement gênée durant ma lecture, qui m'ont même parfois frustrée et énervée parce que pour un projet qui était aussi ambitieux et également aussi intéressant, j'ai trouvé que c'était du gâchis dans ce sens où j'ai pas l'habitude de cracher sur un livre, mais vraiment celui-là il m'a frustrée parce que j'avais l'impression qu'on exploitait l'hashtag MeToo mais pas vraiment pour en proposer une piste de réflexion sur la portée des violences sexuelles, les répercussions que ça peut avoir sur une personne. Vraiment j'avais pas l'impression de voir un tel message, j'avais vraiment l'impression que c'était un prétexte pour proposer une histoire au sujet de personnages issus de l'élite et pas forcément pour sensibiliser les lecteurs, et ça m'a un peu dérangée. Pour une fois, je vais être très franche, je vous invite pas forcément à vous le procurer. Évidemment, on peut avoir des avis différents, je l'entends tout à fait. Donc si mon avis négatif vous a intrigué, lisez-le clairement. Mais à mon sens, c'est dommage. On est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être bien, mais trop de maladresse, une identification qui est pas possible et une conclusion bâclée à mon sens. Donc ça fait vraiment un combo que je n'ai
pas apprécié. Mais évidemment, si vous souhaitez le lire, je vais pas vous décourager plus que ça. Je vais pas enfoncer le clou davantage. Évidemment, après cette grosse déception, je me suis tournée vers un livre qui, je le savais d'emblée, allait me plaire, puisque je me suis tournée vers un autre livre d'Annie Ernaux, et il s'agit du coup de La Place. Dans La Place, Annie Ernaux va vraiment interroger la position sociale, le lien avec la famille, mais également donc cette différence de classe sociale au fur et à mesure que tu grandis et que tu quittes ce cocon familial, sachant que dans son cas, elle vient d'un milieu plutôt ouvrier et qu'elle a finalement abouti, elle, à un milieu plus aisé, plus confortable, puisqu'elle a fini par devenir institutrice. Ce livre va donc être l'occasion pour elle de retracer ses origines, de raconter son passé, de parler de sa famille et notamment de son père, avec qui elle a eu une relation qui a été plutôt ambivalente. Des fois ça allait super bien et des fois c'était un peu plus compliqué. Et elle va vraiment retracer le parcours également de son père, lui rendre hommage ni plus ni moins, et j'ai trouvé que c'était un très beau livre, un très bel hommage qui est rendu à sa famille, à ses racines. Toujours avec cette faculté de rassembler divers matériaux, donc les souvenirs, les photos, les lettres qu'elle a pu écrire, son journal intime, vraiment plein d'éléments comme ça qui vont mis bout à bout aboutir à un très beau message, un très beau roman avec toujours ce côté très accessible au niveau du style d'écriture et qui permet de lire quelque chose d'apaisant, de relativement plaisant également, de touchant, et parce que mine de rien, comme je le disais, c'est un hommage mais c'est également une déclaration d'amour à l'égard de sa famille, à l'égard de son père. Et ce récit, à mon sens, il peut avoir une portée plus large que personnelle, ça peut vraiment être un message plus universel qui est retranscrit dans cet ouvrage. Parce que personnellement, cette distance entre parents, enfants, je pense que je suis dans la phase et ça m'a vraiment beaucoup parlé, ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses et d'aboutir à ma propre réflexion, de comprendre ce qui se passait et oui, voilà, de mettre des mots sur cette période où les opinions vont diverger, on n'est plus forcément en accord avec ses parents, on aspire peut-être à d'autres choses que ses parents. En tout cas, voilà, il y a ce moment où cette distance va se creuser et en même temps il y a quand même cet attachement très fort et ça va permettre de mettre des mots sur ça, et je pense que mine de rien j'en avais peut-être besoin. Donc à tous ceux et toutes celles qui veulent trouver les mots pour parler de cette distance, qui ressentent ça mais qui savent pas trop comment l'exprimer, vraiment je vous conseille fortement ce livre. Ou même pour les parents qui sentent cette distance, vraiment je pense que si vous le passez à votre enfant, ça peut peut-être aider et ça peut également vous permettre à vous de comprendre ce qui se passe. Donc à mon sens c'est un très beau roman au niveau du message, du style d'écriture, de la façon dont c'est écrit également, et ça m'a particulièrement plu, ça m'a vraiment permis de retomber de ma colère du livre précédent, et je vous invite vivement à le lire si vous le pouvez. Par la suite, j'ai lu Les Bâtardes d'Arélis Ouribé. Alors, on va s'aventurer cette fois-ci sur un genre que je ne connais pas énormément parce qu'on va parler de diverses nouvelles. Elles ont toutes un même message et c'est de mettre en avant les difficultés d'être une femme dans l'Amérique latine. L'autrice est d'origine chilienne et donc elle va vraiment parler du quotidien de nombreuses femmes à travers des portraits très différents, des histoires très différentes, mais chacune de ces histoires, à leur façon, vont apporter une pierre à l'édifice et vont montrer les diverses violences qu'une femme peut subir au quotidien, les éléments qui vont bloquer son parcours, qui vont la confronter à une réalité qui peut être parfois violente. Et mis bout à bout, ça apporte vraiment un roman très fort au niveau du message. On voit à quel point les personnes peuvent mépriser les femmes au Chili, peuvent les rabaisser volontairement et peuvent chercher à nuire tout simplement aux femmes. Et c'est notamment retranscrit par un style très particulier de l'auteur qui va se contenter d'aller à l'essentiel. C'est vraiment très, pas épuré, mais c'est vraiment très direct en termes de style. On va à l'essentiel, c'est simple mais efficace et vraiment le message passe clairement. Je trouve il est très limpide et à ce niveau là je pense que le message ne peut que passer et être compris du lectorat. Et le fait que ce soit des formats plutôt courts, je pense vraiment que ça donne vraiment ce côté beaucoup plus impactant parce que ça va être une succession de violences mais vraiment de façon très courte. Ça va être des épisodes en fait, limite des petits épisodes de vie de personnes complètement différentes. Il n'y a aucun lien entre chacune des personnes qui sont présentées dans les histoires et en même temps ça semble aussi réaliste que c'en est navrant. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de fiction dedans, d'éléments qui pourraient relever de la fiction, en ce sens que même si elle invente, on sent que c'est empreint d'une certaine réalité, qu'il y a un certain réalisme dedans qui est vraiment douloureux à lire et en même temps je pense nécessaire c'est vraiment le genre de livre qu'il faut lire pour comprendre ce qui se passe actuellement dans notre société et le traitement qui est fait aux femmes, et je pense que ça ne touche évidemment pas que la société chilienne, ça va bien au-delà, ça peut avoir une valeur universelle, je pense vraiment que c'est un livre à lire. Et on va
va terminer avec une petite perle que j'ai découverte du coup pendant ce mois de juillet 2021, puisqu'il s'agit de Les filles du manoir Foxcott de Eve ou Eve Chase. Alors, j'ai pas vraiment, je pense, eu des lectures très réjouissantes, mais là on n'échappe pas non plus à la règle. Vraiment, si vous souhaitez quelque chose de pas trop déprimant, je pense qu'il faudra passer son chemin, parce que ça va être à nouveau un récit qui va peser sur le lecteur, une espèce de huis clos qui va vraiment plonger le lecteur dans une ambiance très particulière et dans des temporalités différentes. Il y a déjà une première temporalité qui se situe donc vers les années 70 en Angleterre, où on va suivre une famille aisée et notamment donc une certaine Rita qui est, comment dire, une nounou, une sorte de nourrice qui va intervenir auprès de cette famille, sauf que cette famille a connu un terrible drame, notamment donc la perte d'un enfant qui va plonger la mère dans une sorte de dépression mais des plus totales, et par conséquent la petite famille va être envoyée dans un manoir, donc le manoir de Foxcott qui est perdu au milieu de la forêt dans le trou du cul du monde tout simplement, et donc Rita qui est plutôt proche de la mère et également donc des deux enfants qui vivent au sein de cette famille va décider de les suivre, sachant que donc le père reste à la capitale pour son travail. L'ambiance est très particulière, comme je le disais, du fait donc de la dépression de la mère, mais également donc de l'arrivée d'un enfant qui va être trouvé dans les bois et qui va pas représenter une menace, mais qui va bouleverser l'équilibre des choses et qui va ramener donc de nombreux questionnements sur le tapis. Des années plus tard, vraiment très longtemps après, on va suivre le personnage de Sylvie, qui est donc une femme qui a décidé de tout plaquer, c'est-à-dire qu'elle a quitté son ancien mari, elle a décidé de s'établir dans un appartement et elle souhaite recommencer donc sa vie. Elle a eu une fille avec son compagnon et cette fille, je crois, elle a à peu près une vingtaine d'années, elle est en train de faire ses études et Sylvie a vraiment beaucoup d'espoir sur cette fille. Elle souhaite la voir réussir et poursuivre de très longues études. Mais progressivement, Sylvie, à la suite de circonstances plutôt malheureuses, va être amenée à repenser donc son passé et à se questionner au sujet donc de ses racines, parce que sa mère n'en a pas dit grand chose, ou du moins elle est restée très floue concernant donc ses origines, et ni plus ni moins que ces drames sont tous les deux liés, ces deux éléments vont être intimement liés et vont déboucher à l'émergence de secrets plutôt lourds, plutôt dramatiques également, puisqu'il y aurait un meurtre au cœur même de cette histoire. On est vraiment très proche du coup de cœur. Je sais pas ce qui m'a manqué pour être honnête, mais on n'était pas loin du coup de cœur. J'ai beaucoup aimé découvrir cette espèce de saga familiale avec divers portraits de femmes qui vont dévoiler tour à tour leur histoire, leur expérience vis-à-vis de ce qui s'est passé, et alterner donc entre les temporalités pour vraiment prendre la mesure de l'ambiance même, de cette impression étouffante de huis clos, sachant qu'en plus pour une partie de l'histoire on va être au cœur même d'une forêt qui est plutôt sombre, qui est abandonnée, où il n'y a pas beaucoup de vie, dans un coin paumé. Vraiment c'est une ambiance propice à un huis clos, avec donc cette menace d'un meurtre qui aurait été commis, dont on ne sait pas grand chose finalement, et qui va planer vraiment sur les personnages, puisque c'est même la première page du livre. On va avoir l'affiche annonçant donc la découverte d'un corps dans les bois, donc le lecteur part d'office à la découverte de ces personnages, de ces histoires, avec en tête l'annonce de ce meurtre, et à se questionner sur comment c'est arrivé, comment on a abouti à un meurtre, et surtout qui est mort. On va avoir de très nombreux rebondissements, je pense que vous vous en doutez, mais avec une ambiance pareille, on ne peut qu'être surpris de chapitre en chapitre. Beaucoup de révélations qui vont être étonnantes et en même temps, au bout d'un moment, très logique, avec cette ambiance en même temps qui permet vraiment d'alterner entre moments de surprise, moments pesants. C'est vraiment une alternance qui fait du bien, qui est plaisante à lire, qui nous fait faire avancer les pages à une vitesse folle. La force également de ce roman, c'est la beauté des personnages. On a vraiment une galerie de personnages féminins qui est hyper intéressante et tous hyper différents également. On va voir Sylvie qui, comme je le disais, va avoir envie de découvrir d'où elle vient, et en même temps qui va être confrontée à sa fille Annie, avec qui elle a des relations qui se sont distendues depuis le divorce, parce que sa fille, elle le sent bien, le divorce ça l'a perturbée, leur relation n'est plus ce qu'elle était, et notamment sa fille va lui cacher de plus en plus de choses, ou du moins elle va moins se tourner vers sa mère pour se confier. On va avoir également Rita qui à la fois est très proche des enfants, elle veille sur eux comme une mère finalement, ou comme une grande sœur pourrait le faire. Elle est hyper proche d'eux, elle veille également sur Janie, donc la mère des deux enfants, qui est dans une dépression importante et qui arrive pas à se relever de la perte de son enfant, sachant
sachant que cet enfant, donc il est mort très peu de temps après l'accouchement. On va avoir également droit au point de vue de Ira, donc la petite fille de la famille qui elle aussi a une certaine vision de ce qui se passe et va avoir connaissance de certains éléments que personne d'autre ne saura, qui a une relation également compliquée avec sa mère parce que du fait de la dépression, Janie ne s'occupe pas forcément de Ira, qui est d'ailleurs considérée comme une enfant un peu bizarre par tout le reste de la famille qui semble vraiment avoir des sentiments ambigus vis-à-vis d'elle, sauf Rita qui est très proche d'elle. Et chacun à leur façon, ils vont vraiment apporter déjà une vision différente de l'histoire, des faits qui sont racontés, mais également apporter leur propre caractère et également certains indices sur l'identité de la personne qui va mourir, sur ce qui a pu déclencher ce meurtre, ou en tout cas conduire à l'aboutissement de ce crime. En plus de ça, on a vraiment un cadre qui se prête au niveau, qui se prête à la création d'un environnement réaliste, avec, comme je le disais, donc cet ancrage dans une société londonienne des années 70, et d'un autre côté donc un ancrage dans la société londonienne contemporaine, avec plein d'éléments qui vont nous rappeler la vie quotidienne, mais également je pense à des préoccupations qui sont très ancrées dans le quotidien, très ancrées dans la réalité, notamment du point de vue de Sylvie, qui du fait donc de sa proximité temporelle va nous permettre de nous identifier à certains éléments, je sais pas, notamment donc, la question du divorce, ça va être très ancré dans la réalité. On va comprendre que la question de est-ce qu'il faut vendre leur maison avec son ancien mari, est-ce qu'il faut la garder, qui doit la récupérer, voilà, des thématiques comme ça qui sont du coup très ancrées dans la réalité. Et ça va vraiment permettre d'alterner entre cette ambiance pesante et également cette ambiance qui est plutôt douce, plutôt nostalgique. Je pense notamment au point de vue avec Rita, ils sont plutôt beaux, et avec sa relation avec Ira également, parce que les deux, comme je le disais, ont vraiment une relation forte et ça va se vérifier notamment à de nombreuses reprises. Bref, je vais pas m'attarder encore trop longtemps dessus, mais ça a vraiment été un très très bon roman pour le coup, qui m'a fait passer un très bon moment, qui m'a fait me questionner 1000 fois et en même temps m'a fait me sentir toute chose face aux nombreuses émotions que les relations diverses entre les personnages ont pu déclencher. Donc si vous avez un moyen ou un autre de vous le procurer, je vous invite vivement à le lire. Il y a de fortes chances que ça vous plaise, surtout si vous êtes amateur de sagas familiales ou en tout cas de livres qui vont mettre plusieurs portraits de femmes au cœur même du récit dans un cadre réaliste. Et je vais me stopper là, sinon je vais en parler trop longtemps encore. Bon, je vais donc me stopper là pour ce point de lecture de juillet 2021 qui n'a que trop duré, je pense. je partais pour ne pas parler trop et j'ai encore dû m'attarder énormément, et je pense notamment sur le dernier roman que j'ai beaucoup apprécié, mais je pense que vous l'avez deviné. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager histoire de me soutenir, que je puisse avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et normalement de prochaines capsules littéraires. Salut!